record de 6 victoires jusqu'alors détenu par Jack Hicks. Mais en 2005, Audi et Tom Kristensen n'ont pas eu la partie facile avec à la vive opposition d'un team Pescarolo Sport passé près de la victoire. Je crois qu'on a raté l'occasion l'année dernière parce que l'année dernière on avait les voitures les plus rapides. Cette année, je crois qu'on a trouvé un très bon compromis entre Audi et la traînée et c'était nécessaire pour essayer d'arriver au niveau des Audi. 2006, la perspective d'un nouveau duel Audi-Pescarolo promet des moments intenses. Nouvelle évolution du moteur Judd sur la C60 Pescarolo pour une voiture toujours plus performante comme ses victoires All Le Mans Series l'ont prouvé. Ce sont là des arguments qui ont séduit Sébastien Loeb en route pour une deuxième participation. L'équipe forcément a plus d'expérience avec la voiture. Ils ont amélioré tous les petits défauts qu'il pouvait y avoir. Donc, c'est une voiture qui devrait être encore plus fiable et un peu plus performante pour différentes petites choses que moi je ne sens pas forcément parce que je n'ai pas une grande expérience là-dedans, mais je pense que l'équipe met vraiment toutes les chances de son côté pour que ça marche. John Judd revient sur les évolutions apportées au V10 5 litres des Pescarolo C60. Comparé à l'année dernière, nous avons apporté au moteur une évolution majeure qui est une nouvelle culasse et un nouveau système interne. Cela a permis d'obtenir un moteur plus petit, d'abaisser le centre de gravité, et le facteur le plus important est d'avoir pu gagner 20 kg. C'est le moteur que l'équipe Pescarolo utilise cette année. Le team création a pareillement adopté cette nouvelle version moteur. La détermination étant Henri Pescarolo, notre témoin de ce spécial Le Mans 2006. Henri, un regard sur vos 4 victoires et votre record de 33 participations. Nous ouvrons le livre d'histoire, ces images, c'était très hier. émouvant. On vient de voir Graham Hill, mon coéquipier champion du monde. C'était ma première victoire sur l'extraordinaire machine à gagner qui était la Matra 670, Gérard Larousse. Et puis la dernière victoire 10 ans plus tard avec Reinhold Jost sur une Porsche 956 avec Klaus Ludwig, des grands moments d'histoire. Depuis 2000, les 6 années que vous avez passées Henri Pescarolo à la tête de votre propre équipe ont vu Le Mans connaître une implacable domination avec, reprenons vos mots, cette fabuleuse machine à gagner qu'est le DR8, 63 victoires en 80 courses dont 5 victoires au Mans étalées de 2000 à 2005 avec des pilotes aussi fabuleux que Tom Kristensen bien sûr, mais aussi Emanuele Pirro, Frank Biela, Seiji Hara, JJ Leto et Marco Werner. Cette année, passation de pouvoir et nouveau défi pour Audi, nouvel adversaire aussi sur la trajectoire du team Pescarolo Sport avec la nouvelle Audi R10. Retour officiel d'Audi avec une voiture filmée ici lors de ses premiers tests avec une carrosserie brute de carbone, un air de famille certes et sous le capot un moteur 12 cylindres diesel de 5,5 litres. Nous avons décidé de faire Le Mans avec un moteur diesel et cette décision nous a amené à faire une voiture d'un concept totalement nouveau. Nous avons développé un moteur diesel lui aussi entièrement nouveau pour une voiture entièrement nouvelle avec un concept spécial pour ainsi concrétiser le tout car nous savons que le challenge est très relevé. C'est en décembre 2005 à Paris qu'a été dévoilé le DR10, puissance annoncée 650 chevaux, couple 1100 Nm, bref une voiture inévitablement plus performante à la consommation, censée être plus économe que sa devancière à essence. Ce n'est pas la première fois qu'une voiture à moteur diesel se présente au Mans, mais indéniablement, c'est la première fois qu'une voiture à moteur diesel se présentera sur la grille de départ avec de réelles chances de victoire. Alan McNish sera l'un des pilotes de l'Audi, il nous confie comment il a accueilli le projet diesel et découvert la voiture. Eh bien, j'ai d'abord eu écho d'une rumeur en interne, sorte de « oh, ça pourrait être quelque chose autour du diesel », mais comme d'autres personnes disaient des choses différentes, nous ne savions pas vraiment. En fait, j'ai vu la R10 TDI pour la première fois lors de la présentation publique à Paris. Pour moi, il était très clair qu'Audi voulait venir au Mans avec quelque chose de nouveau, avec le moteur diesel, pour gagner. Le diesel, ce qu'il vous apporte, c'est un peu plus d'efficacité. Avec 90 litres de gasoil, nous pouvons aller un petit peu plus loin. Nous espérons 2 tours, voire 1 de plus par rapport à certaines autres compétitions, ce qui nous amène évidemment à faire moins d'arrêts stand. Après avoir glorieusement entamé sa carrière par une victoire à Sebring en début de saison dans l'American Le Mans Series, la première apparition européenne de l'Audi a pour cadre la journée test 24 heures du Mans, programmée le dimanche 4 juin. Une journée idéale pour effectuer un premier comparatif entre l'Audi R10 et sa rivale, la Pescarolo C60. Verdict de ce premier round, avantage chrono Pescarolo Sport avec le numéro 17 de Franck Montagnier et Eric Hellary que Sébastien Loeb rejoindra pour la course.
3:30 195, moyenne 233 km/h 783, meilleur temps de la journée pour la Pescarolo, devant l'Audi du trio Christensen, Capello, McNish. C'est confirmé, la course opposera un David Sartois à un Goliath d'Ingolstadt. Voici le regard que vous portez Henri Pescarolo, défi relevé par Audi d'imposer le diesel. La grande inconnue en fait, parce que c'est une technologie nouvelle. Moteur diesel au Mans, il n'y en a pratiquement jamais eu, ou le moins de compétitif, il n'y en a jamais eu. C'est le contraire de l'année dernière, je pense que nous on devrait être fiables. Et eux vont être rapides, donc le tout c'est de savoir si ça va s'équilibrer. Écoutons maintenant le bilan de la journée test livré par Tom Christensen. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que les deux Pescarolo et les deux Audi R10 TDI se sont très bien mélangés, bien mesurés, ce qui va renforcer encore plus l'intérêt de venir à la course. Savoir qui a été le plus rapide finalement aujourd'hui n'est pas l'essentiel. Pour nous, il était d'avoir les meilleurs acquis en vue de la course. Et je pense que cette journée a été bonne pour tout le monde, ce qui va avoir encore plus d'impact et créer encore plus de stimulation pour savoir qui aura le plus de supporters à venir pour la course. Henri, 4 juin, une C60, meilleur temps, derniers instants de la journée, vécu depuis votre stand. Bonne ambiance, bien entendu. C'était formidable de terminer cette journée test avec la pole de Franck Montagny. Mais évidemment, la question que tout le monde se posait, est-ce que Audi cache son jeu ou pas? Le docteur Ulrich a prétendu qu'en fait, Audi ne cachait rien du tout. Et on a vu, dès les essais officiels et surtout dès le départ de la course, qu'ils avaient bien caché leur jeu. Henri Pescarolo, l'empreinte d'un vainqueur. Carte postale Le Mans, chef-lieu de la Sarthe, cité des Plantagenêts, sa belle cathédrale. Oui, carte postale d'une ville qui, une fois par an, se mue en capitale internationale du sport automobile. Car lundi 12 juin, nous y sommes. C'est l'ouverture du pesage en bordure du centre-ville au Jacobin, cadre traditionnel des vérifications techniques et administratives. Le public peut aussi approcher les pilotes, la chasse aux autographes est donc ouverte. Chouchou et idole du public, Sébastien Loeb est de retour et en matière d'accueil chaleureux, le double champion du monde des rallyes est plutôt bien servi. C'est un plaisir pour le public qui est toujours très chaleureux ici. Ça fait plaisir de les voir et puis j'espère qu'ils seront aussi nombreux à nous encourager pendant 24 heures. C'est vrai que c'est impressionnant de voir aussi la passion des gens ici et donc non, ça fait vraiment plaisir pour eux. 2005, Sébastien Loeb et ses coéquipiers avaient été contraints à l'abandon, mais Sébastien Loeb a une nature à voir, le bon côté des choses. C'est une expérience qui m'avait bien plu l'an dernier et que je me suis dit que ça pourrait être sympa de la renouveler. Henri m'a tout de suite proposé de repartir dans l'aventure pour cette année. Et puis moi, c'est quelque chose qui me branchait, donc j'ai regardé par rapport à mon calendrier, j'ai vu que c'était possible et je me suis dit, allez, allons-y. Suivant un instant, Eric Comas et Sébastien dans les coulisses du pesage où l'ambiance reste bonne enfant. En atteste le français de la F1, Franck Montagny. Aujourd'hui, les plannings F1 sont tellement chargés, il y a des contraintes physiques qui sont bien plus importantes que ce qu'elles étaient à l'époque. Quand on fait aujourd'hui les grands prix, derrière, on a encore beaucoup de marketing à faire pour les équipes, on a beaucoup de débriefing, de travail dans l'écurie, etc., etc. Donc les temps libres sont déjà très peu et en plus il faut dans ce temps libre, il faut quand même se préparer physiquement. Ça fait un Grand Prix de F1, Le Mans, un Grand Prix de F1, donc ça fait des semaines qui sont plutôt très difficiles. En plus de la proximité avec les pilotes, les manœuvres d'arrivée et déchargement des voitures restent l'un des temps forts du pesage. Voici Audi et Tom Christensen, retour sur 2005 et sa 7e victoire. L'année passée, un rêve est devenu réalité pour moi. Je suis absolument amoureux du Mans. La course m'a si bien traité. J'ai toujours été entouré de coéquipiers fantastiques et la fréquentation au Mans est chaque année fantastique. C'est relax, tous les gens ici sont des amoureux de sport auto. À propos de ma 7e victoire, c'était mon grand rêve. Et là, je suis de retour avec l'équipe officielle Audi et un tout nouveau projet aussi, la R10, le TDI. Notre rêve est de poursuivre notre cycle de victoire. Audi Pescarolo à la une, sans pour autant sous-estimer les autres forces en présence, dont les courages à moteur Mugen. Les motoristes sont décidément très impliqués, tant mieux. Après les LMP1, passage par la catégorie LMP2 avec un duel annoncé entre châssis Courage et Lola. Puis entrons dans la grande cour des GT, beau duel en perspective avec la poursuite du bras de fer en GT entre les Aston Martin des BR9 et les Corvette C6R qui, en 2005, avaient tourné à l'avantage des Corvettes. Catégorie GT2 enfin, une catégorie plus ouverte et diversifiée que jamais, avec Porsche, bien entendu, la nouvelle Ferrari, l'américaine Panos et en GT, la GT hollandaise qu'à la Spyker, belle ligne pour Kia, un joli coup de crayon.
À 3 jours du départ de la course, pilotes et team managers sont bien sûr tenus d'assister au briefing du directeur de course Daniel Poisneau. Présence obligatoire et retrouvailles entre coéquipiers d'hier et adversaires dans quelques heures avec une première séance d'essais qualificatifs. L'importance de ces essais vus par Franck Montagny. Une manière de se mettre en place avant la course, d'essayer de prendre les petites habitudes et tout ça, mais il n'y a rien d'important là, c'est une préparation, une mise en place et puis c'est tout. La course c'est samedi. Écartons-nous un instant la salle de briefing et du paddock pour nous rendre sur la RN 138. L'heure est en effet venue de transformer la nationale Le Mans Tour en une audière. Panneaux indicateurs retirés, piles de pneus disposés, rails de sécurité prolongés. Une véritable course contre la montre est engagée pour que tout soit prêt à l'heure pour commencer. Mercredi 14 juin, 19h, drapeau vert pour la première soirée d'essai. Nicolas Minassian scrute le ciel. A raison car Henri Pescarolo la plus est invité et quelques pilotes se font piéger. Ouais, il y a des conditions très difficiles. Il a fait beau au Mans pendant 3-4 semaines et tout d'un coup il pleut, le sol c'est du verglas. Les fautes sont un peu tolérées aux essais, pas pendant la course. Une soirée pluvieuse, mais une soirée heureuse tout de même, avec de bons chronos en ce qui concerne vos voitures. C'est vrai que le bilan a été, quoi qu'il en soit, positif pour vous, Henri, malgré le fait que chez Audi on a souffert avec une sortie de piste de la voiture de Dindo Capello. Oui, on avait un peu prévu que les Audi seraient difficiles à conduire sur le mouillé avec 120 mètres kg de couple. Nous on en a profité, c'était de bonne guerre. Le lendemain, une hiérarchie appelée à être bousculée avec la deuxième soirée d'essai. Le soleil est de retour, le public aussi. Et en catégorie LMP2, le Reymaloc Limited, vainqueur de catégorie en 2005, s'apprête à défier ses adversaires. Vainqueur avec Jaguar en 1988, Andy Wallace est venu prêter main forte à l'équipe. Il y a une quantité égale entre l'MP1 et l'MP2 et bien sûr oui, il y a la Radicale qui paraît très rapide. Elle semble avoir été rapide d'ailleurs cette année dans les deux courses où elle a été engagée, mais elle paraît fragile car c'est une toute nouvelle voiture. La Lola est le produit le plus évolué, mais ce qui ne prouve pas toujours que l'on gagne ainsi des courses. Cette voiture est un châssis Lola motorisé AER et à la fois la voiture et le moteur ont fait leurs preuves sur plus de 24 heures. En GT2, Porsche et Ferrari dominent la catégorie, une Porsche en particulier, celle du Team IMSA Performance Matmut avec un pilote officiel Porsche en American Le Mans Series, Romain Dumas. La catégorie GT2 est un très haut niveau et je peux vous dire pour avoir gagné avec une Porsche face au LMP1 que les voitures en GT2 et les pilotes en GT2 sont très rapides. Et maintenant avec 4 vraiment bonnes marques, Ferrari, Thanos, Spiker et aussi la Porsche que nous avons. La catégorie est vraiment sympa et nous verrons durant la course un bon combat entre les voitures de ces 4 marques qui sont vraiment très rapides maintenant. Romain Dumas confiant, meilleur temps de la catégorie avant de voir cette euphorie ternie par la très spectaculaire et effrayante sortie de piste de son coéquipier Luca Riccitelli dans les S du karting. Des dégâts considérables nécessitant une importante remise en état afin de revoir la voiture prête à temps pour la procédure de départ du samedi. Les GT1 avec la bataille Corvette Aston Martin qui aura déjà fait rage au cours des 2 soirées d'essai. La bataille du millième de seconde sera finalement remportée par Thomas Sengé avec un chrono réalisé de nuit, doublé des Aston Martin avec la 007 devant la 009, toutes deux devant les 2 Corvettes. Performance pour Thomas Sengé, c'est la 5e fois de suite qu'il réalise le meilleur temps en GT1. Eh bien, je pense que nos adversaires, nous dit Thomas Sengé, ont tout de même plus de force que de faiblesse. Premièrement, ils sont très rapides et deuxièmement, ils sont très fiables. Ils ont des pilotes aussi rapides et fiables qui ne font pas de fautes. Nous avons donc les mêmes, je pense, dans les 2 voitures. Corvette et nous et Corvette, nous avons la même vitesse, ce qui m'amène à penser que la bagarre va être très serrée. Je pense que ça se jouera un petit peu avec la chance et les fautes de nos adversaires aussi. Nous avons beaucoup de respect pour eux, nous dit dans le collant d'en face Ron Fellows. Ils ont été rapides toute l'année, parfois un petit peu malchanceux. J'ai trouvé qu'ils étaient très forts à Houston, à Mid-Ohio en American Le Mans Series. Et leur vitesse de pointe ici est vraiment très bonne. C'est au cours des 3 dernières heures qu'ils ont rencontré des difficultés. Et c'est quand vous avez les voitures les plus rapides qu'il faut justement savoir rester constant. Nous devons continuer d'avoir les meilleures voitures en course. Nous pouvons, car nous savons que ces voitures vont durement s'affronter, qu'elles vont être extrêmement rapides et nous savons que nous pourrons exploiter notre durabilité pour exploiter toute la durée de la course pour ainsi atteindre finalement nos objectifs.
Retour à la catégorie LMP1, contrairement à la veille, les Audi R10 vont dominer les essais pour sa première sortie. Le R10 va ainsi faire une première fois étalage de tout son potentiel et s'offrir la première ligne de la grille de départ. Au volant de la numéro 7, l'Italien Dindo Capello décroche la pole position, sa 3e au Mans. 3 minutes 30 secondes, 466 millièmes, moyenne 233 km/h, 482 de moyenne. Le 10 numéro 7, équipage Tom Christensen, Alan McNish, Dindo Capello devant la numéro 8. Les Pescarolo s'élanceront donc de la 2e ligne de la grille de départ. L'analyse du patron d'Audisport, le Dr Ulrich. Ce que j'ai vu, c'est le team Pescarolo Sport qui, pour réussir en qualification, est finalement obligé de tout concentrer sur un tour, ce qui, nous le savons, est très difficile en raison du trafic. Nous avions déjà appris lors de la journée test qu'un compromis finalement offrait la meilleure solution. Donc nous ne misons pas sur un seul tour de qualification. Nous pouvons en faire 3 en espérant bénéficier de 2 avec un trafic moindre. De mon point de vue, c'est le plus important. Reste à savoir si c'est vrai, car ce n'est pas fini jusque-là. Et je pense théoriquement que si quelqu'un essaye maintenant avec un pilote sprinter d'aller plus vite, vu le peu de trafic, alors justement nous aussi, il nous sera possible d'aller plus vite. Dans les S, une Pescarolo, une Audi et le sentiment de Franck Montagny. Nous sommes 3e et 4e, mais vous savez, la qualification, c'est une chose. Ce n'est pas la course et c'est finalement la direction vers laquelle maintenant nous devons orienter nos pensées. Je pense que Di cachait un peu son jeu la dernière fois. Ils étaient un peu plus rapides aujourd'hui, mais nous sommes toujours aussi très rapides pour déterminer les réglages et je suis assez confiant pour la course. Nous allons livrer un beau combat. Les essais terminés, place à la journée du vendredi. Ultime journée de repos pour les pilotes et pour le public. Une occasion unique d'avoir accès à la voie des stands et contempler celle que l'on appelle aussi l'avenue du Mans. Des milliers de fans sont là, une fréquentation globale supérieure à 230 000 spectateurs venus du monde entier pour leur pèlerinage annuel dans une ambiance unique. Ce n'est pas uniquement la course, il y a aussi l'atmosphère qui règne ici. C'est fantastique, c'est ma première venue au Mans et quand ils ont ouvert l'accès au stand, là j'ai cru que j'allais devenir dingue. Bruyant mais sympa. L'ambiance, les gens, les sons, la camaraderie et les vitesses. Les 24 heures du Mans, il n'y a pas d'autre course, c'est une course unique. C'est la vitesse. Je pense que c'est la vitesse avant tout. C'est comme un festival ou quelque chose du genre, c'est comme une fête. Les aménagements, les pots, le plaisir, les rires, les voitures, voilà ce que disent les spectateurs que salue le président de l'Automobile Club de l'Ouest, monsieur Jean-Claude Plassard. On a eu 230 000 spectateurs l'année dernière, ce qui était le record depuis 1974. On espère bien sûr battre le record. Il va faire beau et c'est important parce que s'il fait beau, vous avez 10 000 spectateurs de plus. Et s'il fait mauvais, vous avez 10 000 spectateurs de moins. Et ça fait une grande différence. Hommage aux supporters anglais, leur fort attachement sentimental envers les 24 heures du Mans aussi, avec ce témoignage. Il y a eu beaucoup de pilotes anglais à venir ici, il est agréable de venir les encourager. Bentley, les vieux Bentley Boys ont beaucoup fait, je pense, pour amener les Britanniques ici, avec Jaguar, MG. Ainsi, il y a toujours eu beaucoup de supporters de différents clubs venus pour supporter leur club à travers la course. Bien qu'en fait, il ne faut pas venir pour supporter une voiture ou un club en particulier, mais vous venez pour adopter un tout, et ce n'est pas important de savoir si c'est un club détaché sentimentalement ou non. Nous sommes tous ici, si on vient autant pour Bentley. Oui, c'est vrai, nous dit monsieur. Si Aston Martin n'avait pas été là cette année, nous aurions trouvé quelqu'un d'autre à encourager. Je ne sais pas qui, mais nous aurions trouvé forcément du monde, y compris cette voiture à moteur diesel. Passage par Arnage, le village du virage d'Arnage, à 2 pas du circuit. Le petit déjeuner est top, ne changez rien. C'est très apprécié par les visiteurs que de venir ici, ils attendent cela, en particulier les traditionnels frites et le mug de thé, ça passe plutôt bien. Écoutons une patronne d'établissement. J'adore les Anglais et ce sont des gens qui sont très sympas, très conviviaux et qui respectent tout le monde. Ils sont là pour s'amuser, pour faire la fête, se détendre.
Donc il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème du tout avec eux. En plus des Anglais, une autre délégation vient chaque année toujours plus massivement, le Danemark. Jacob Christensen, le bien nommé, travaille pour une agence de voyage danoise. Le Mans devient très populaire au Danemark en raison du fait que nous avons des pilotes extraordinaires qui ont très bien réussi au Mans, en particulier Tom bien sûr et Jan Magnussen. Cette année il y a un team entièrement danois avec 3 pilotes et l'intérêt du Danemark est grandissant. Au cours des 4 dernières années, beaucoup de Danois sont venus ici. Je pense que nous allons être au moins 20 000 Danois ici cette semaine. C'est génial, c'est comme être au Danemark. Jacob, organisateur de voyage, est aussi le frère de Tom Christensen. Naturellement, une écrasante majorité de ses fans n'a Dieu que pour ce nouveau dieu du Mans. Tom Christensen. Maintenant, j'espère vraiment voir Tom Christensen. Nous voudrions voir Tom Christensen gagner une 8e fois. Maintenant, nous avons tous les deux un travail à faire. Tom a son travail sur le circuit et moi le bien à l'extérieur en prenant soin de tous les Danois. Mais oui, c'est un réel plaisir. C'est génial de pouvoir leur donner un peu plus avec chaleur. Il y a de plus en plus de Danois à venir et ils attendent un peu plus de notre part, pilote, et c'est la tradition. La seule différence, c'est lorsque je suis venu ici pour la première fois en 1997, il n'était pas autant manifestement. C'est génial, c'est fabuleux pour nous pilotes d'avoir ce suivi durant la course, d'avoir ce suivi, oui, c'est vraiment très bien. Ils sont anglais, danois, français ou de toute autre nationalité. Ils sont venus, ils sont tous là par amour envers cette course unique qui, chaque année, réunit un public venu nombreux et de tous les horizons. Peu importe votre nationalité, quelle équipe vous supportez, quelle voiture vous conduisez, le sentiment qui l'emporte, c'est celui d'une grande famille avec de bons camarades, une semaine fantastique. Rien d'autre que cela. Ce public exceptionnel avait cette année encore toutes les bonnes raisons de ne pas manquer le rendez-vous du Mans. Point d'orgue de l'année 2006, la célébration du centenaire de l'Automobile Club de l'Ouest. Il y a un siècle, l'ACE organisait le tout premier Grand Prix de l'histoire. Autre élément, la modification du ralentisseur Dunlop, réaménagé dans l'esprit d'améliorer la sécurité en faveur des pilotes, sans oublier la modernisation du village, en vue cette fois d'améliorer le confort et l'accueil du public. Le président Jean-Claude Plassard. Le Mans fait partie, je crois, des 3 plus grandes courses automobiles du monde. Donc il faut que les gens aient une condition de confort, d'accueil qu'ils n'avaient pas. On a réalisé d'importants travaux dans le cadre de ce centenaire, notamment le village qui nous entoure actuellement. Nous sommes sur la nouvelle place du village. Nous apprécions énormément l'ambiance qu'amène le public avec lui. C'est très convivial et c'est pour ça que les structures doivent permettre cette convivialité, d'où un espace très important sur cette place de village. Enfin, le vendredi en soirée, retour vers le centre-ville du Mans pour l'immanquable, l'incontournable et l'exceptionnel rendez-vous, celui de la grande parade des pilotes. Alors Henri, la parade des pilotes. C'est devenu une tradition, je crois que le public attend ce moment avec impatience. Maintenant, il est de plus en plus difficile sur le circuit d'approcher les pilotes et les voitures. Le dernier endroit où on peut le faire, c'est dans le centre du Mans, la parade des pilotes, et il y a une ambiance extraordinaire. Une ambiance extraordinaire, un public extraordinaire. Imprégnez-vous vous aussi de cette ambiance vraiment unique et fabuleuse. Et un témoignage de l'un des héros du Mans, Emmanuel Epiro. C'est un moyen remarquable d'impliquer la ville entière dans ce grand événement qu'est la course sur 24 heures. C'est très agréable d'être là et c'est aussi très agréable pour les pilotes de venir près des fans parce que vous savez qu'autour de la piste, tout le monde n'a pas le laissez-passer qu'il faut pour s'approcher de vous. Nous sommes aussi plus occupés alors que là, c'est tout simplement génial.
Le bonjour ensoleillé des Hawaiian Tropic Girls, les ambassadrices du soleil. Un soleil au rendez-vous en ce samedi matin du grand jour, le jour J, celui des 74e 24 heures du Mans. Chaque équipe s'active, s'il reste encore quelques heures avant le départ. Le coup d'envoi du warm-up est lui par contre très proche. Je suis vraiment très enchanté de la performance que nous avons eue, dit le docteur Ulrich. Si vous avez vos deux voitures au top et qu'elles ont montré qu'elles pouvaient avoir des temps autour plus ou moins identiques, alors ça va. Nous savons que la performance est là et c'est ce que nous avons travaillé depuis longtemps. Bien sûr, nous espérons une bonne course avec les Pescarolo car elles ont prouvé qu'elles sont rapides et fiables sur toute la durée. Alors effectivement, on a un peu raté les qualifications parce que Emmanuel Collard était dans le temps des Audi avec les pneus de qualification, mais il a eu un petit problème dans le trafic, il n'a pas pu terminer le tour. Donc on est en deuxième ligne, mais d'un autre côté c'est plus relax, il y a un peu moins de pression, mais la voiture va très bien. Ce matin dans le warm-up, tout a bien fonctionné. Les pilotes sont très contents de leur voiture, donc tout se présente pour le mieux. Le docteur Ulrich nous parle d'Henri Pescarolo. Henri Pescarolo est une personne très spéciale. J'admire la façon qu'il a de travailler. Il a accompli un énorme travail et a une équipe formidable autour de lui, qu'il a constituée lui-même. C'est pourquoi je sais que c'est lui que nous allons rencontrer sur notre chemin. Je sais aussi qu'il est un très grand compétiteur. C'est le prix de la course qui sera forte, disputée, le meilleur qui puisse arriver dans notre compétition. Enlevé de rideau des 24 heures du Mans, voici les courses du centenaire. 2 épreuves rétrospectives dédiées à la formidable épopée des 24 heures du Mans, à laquelle vous avez contribué, Henri Pescarolo. Docteur Ulrich, élogieux à votre égard. C'est un grand honneur, effectivement, que le docteur Ulrich et le groupe VAG me considèrent comme potentiellement un adversaire dangereux. Donc c'est vrai qu'il y a une telle disparité dans les moyens que j'en suis très fier. C'est effectivement sur la qualité des membres de mon équipe, sur leur travail, qu'on peut arriver à ce niveau-là. Clic-clac photo et les fans, les membres du fan club Henri Pescarolo qui sont là. Stéphane Sarrazin. L'année dernière, on a vraiment gâché la course, on a perdu face aux Corvettes. On a terminé que 3e. Donc là, on veut vraiment les battre et on va tout faire pour gagner. Déterminer les pilotes Aston Martin, les pilotes Corvette aussi. Je pense que ça va être une bataille intense tout le temps. Nous sommes encore mieux préparés et je pense que nous gagnerons dimanche après-midi. Restez concentrés et retrouvons Sébastien Loeb. J'ai pas énormément roulé cette année encore, donc on sait que les Audi vont être très rapides, qu'il va falloir aller vite. Donc voilà, maintenant il va falloir je vais faire de mon mieux, on verra bien. Ultime témoignage d'avant-départ, celui d'Emmanuel Epiro. Eh bien, j'ai le sentiment que nous avons la vitesse pour le faire, mais si ça ne doit pas passer ainsi, s'ils gagnent, en parlant bien sûr du team Pescarolo Sport, alors ce sera bon pour eux. Ils sont très très bons et ils sont plus petits que nous, ce qui leur permet de nous coller une grosse pression. Mais ils la méritent aussi, la victoire. 24 heures du Mans 2006, 50 voitures, 3 pilotes par équipage, soit 150 héros réunis pour la grande photo officielle, avec des sourires spontanés, quoique crispés, normal, l'attention d'avant-départ se fait de plus en plus sentir. Normal, chaque course a toujours un caractère assez classique aux 24 heures du Mans, mais celle-là, je pense réellement qu'elle va être l'une des meilleures. La procédure de départ rentre maintenant dans sa phase active avec les tours de reconnaissance. Henri Pescarolo, Pescarolo numéro 17, arrive pour prendre place sur la deuxième ligne de la grille de départ. Comment se sent-on dans ces instants? Il y a une grande tension parce qu'on a vu enfin que Audi a dévoilé son jeu. Ils sont beaucoup plus rapides que nous. Donc on sait qu'on ne doit pas faire une seule faute pour essayer de rester au contact. Donc tout le monde est très concentré. Belle poignée de main, échange de poignées de main entre les membres des teams Aston Martin, Corvette et un an avant leur retour annoncé de Peugeot 24 heures du Mans avec la 908 à moteur diesel. Monsieur Jean-Martin Foltz, le président de PSA Peugeot Citroën, tient le drapeau national en main, celui avec lequel il donnera le départ des 74e 24 heures du Mans. La pendule officielle Rolex, les Audi en première ligne, 17h, c'est le départ. Henri Pescarolo, forcément un moment très intense, un grand moment. Un grand moment parce qu'il y en a beaucoup qui, ne pensant pas aller au bout de la course des 24 heures, essayent de jouer peut-être leur va-tout au début. Nous savons que nous sommes partis pour longtemps, les Audi aussi, et il faut essayer de rester le plus proche possible.
au cas où elles auraient des problèmes. Alors, très bonne accélération des Audi, première manœuvre d'attaque de vos voitures, Henri Pescarolo, une concurrence qui s'organise également avec la Courage LC70 de Jean-Marc Gounon, la Dôme de Yann Lamers, mais aussi la création de Jimmy Campbell Walter. Sortie d'hivernage, direction le virage Porsche, nous sommes toujours dans le premier tour et ces véritables flèches d'argent que sont les Audi ont déjà su se constituer une avance de moins 300 mètres par rapport au Pescarolo. Henri, vous aviez confié à Emmanuel Collard sur la 16 et à Franck Montagny sur la 17 le soin de prendre le départ. Oui, effectivement, je voulais savoir un peu où on en était par rapport aux Audi. On a vu dès les premiers tours qu'on n'était pas tout à fait sur la même planète, mais vous savez que le matin même, la 7 avait eu des problèmes au warm-up et que sur la mise en épi sur la grille de départ, on a retiré la 8 pour changer des éléments de transmission. Donc on pensait qu'ils étaient obligés de prendre un peu d'avance au cas où ils auraient de nouveaux problèmes. Fin du premier tour, Alan McNish sous la pression tout de même de Franck Biella. Et très vite le premier coup de théâtre, il va intervenir dans le 4e tour avec la sortie de piste de la Aston Martin des BR9 de la BMS Scuderia Italia. Alors piloté par Fabio Babini dans l'enchaînement des virages du karting, un sort vraiment cruel. Fabio Babini a vraisemblablement perdu la maîtrise de son Aston Martin sur de l'huile elle-même perdue par l'Aston Martin 007 de Darren Turner qui connaît un début de course dans la douleur. Là, c'est vrai, Henri Pescarolo, c'est un coup très très dur et qui plus est vraiment en début de course. C'est un virage très piégeux, c'est le fameux virage du karting en dévers. Et beaucoup de concurrents se font avoir dans ce virage. Même s'il n'y a pas d'huile, c'est un virage très très délicat et qui surprend beaucoup. Une neutralisation bien entendu afin de dégager la voiture, pilote indemne, une neutralisation aussi propice à anticiper les premiers arrêts. Les deux Lola du Chamberlain Synergy Motorsport, de la Corvette numéro 64, mais aussi de l'Aston Martin 009 de Pedro Lamy, de Stéphane Sarrazin et de Stéphane Ortelli. Premier accro dans le clan Aston Martin avec une fuite qui a été décelée sur la 007, entre-temps placée sur les roulettes pour être plus vite manœuvré et poussé à l'intérieur du stand. Que se passe-t-il? David Richards. Eh bien, Darren a reçu un appel tardif pour rentrer au stand et il a même coupé l'entrée de la voie des stands. Il a en fait coupé un virage sur un vibreur et ça a cassé une conduite d'huile carbone qui est en fait placée juste à l'avant du moteur. Alors, bien sûr, là, ils essayent de la remplacer, mais maintenant, savoir si cela a ou non endommagé le moteur, nous ne le savons pas encore. Un visage forcément marqué. David Richards en tête de la catégorie GT1, Oliver Gavin, Olivier Beretta et Yann Magnussen sur la 64 devancent leurs compagnons de route sur l'autre C6R, la 63, Ron Fellows, Johnny O'Connell et Max Papis. Retour sur la tête du classement général, où là aussi la bataille fait bien sûr rage. Audi, Pescarolo, c'est très tendu, tout comme en GT1, où l'Aston Martin 009, bien qu'isolé, passe à l'attaque sur les Corvettes. La scène se passe au freinage de la chicane PlayStation, première chicane des Unaudières. Henri Pescarolo, qu'il soit Corvette ou Aston Martin, les pilotes, c'est clair, ne rendent pas les armes facilement et c'est qui va céder le premier avant le freinage de la deuxième chicane, la chicane Michelin. C'est un peu la caractéristique des 24 heures du Mans maintenant, c'est que c'est un Grand Prix qui dure 24 heures et comme vous pouvez le voir sur ces images, dès le départ, c'est la guerre. Extraordinaires images avec un rappel, quelle que soit la catégorie, rouler de jour, phares allumés est imposé par le règlement et donc aussi valable par tous. Règle donc appliquée par la MG Lola du Ray Malloc Limited avec Thomas Erdos, Mike Newton et Andy Wallace. Erdos impressionnant dans son relais de départ, écart toujours aussi serré entre Alan McNish et Franck Biella, où est tête à queue de la pile BIM de Pierre Bruno piloté par Marc Rostand. C'est pas assez près, Henri Pescarolo. Oui, c'est le problème du début de course. Il y a beaucoup de pression sur chaque pilote et quelques fautes sont commises. Il faut passer au travers, il faut les éviter. Une image qui pouvait tout de même surprendre, l'arrêt simultané des deux Audi R10 qui ne se sont pas gênés. Oui, je crois que c'est l'inverse de ce que nous faisons. Nous décalons toujours l'arrêt des deux voitures. C'est ce qui fait qu'au début, il y a un relais relativement plus court pour l'une des deux. Ça permet d'être un peu plus tranquille au stand. Et ça a également permis l'image, je l'ai montré, de voir une Pescarolo s'intercaler entre les deux Audi R10.
Et là, image d'une voiture en mauvaise posture. La C6R numéro 63 de Johnny O'Connell qui tente de repartir mais qui dans la précipitation cale alors que la voiture est à contresens. Et Steve Wesolowski nous dit il semble qu'il ait rencontré du liquide ou de l'huile, quelque chose sur la piste. Il a dérapé, il a heurté le rail, cassé un support de roue et je pense que nous allons donc devoir le remplacer. Johnny O'Connell qui malgré tout a réussi à faire demi-tour et nous dit je ne sais pas si j'ai glissé sur du liquide ou d'autre chose en entrant dans les virages Porsche mais j'ai perdu l'arrière, je me suis heurté au rail. L'instant de revenir, de réparer sera pris au moins 3 tours mais vous savez maintenant nous continuons et tant mieux de tourner dans les temps corrects. C'est dur de faire une faute comme ça, il faut bien sûr passer à la suite. Il reste encore beaucoup de temps alors ce que nous allons en faire c'est vraiment pousser au maximum. Arrêt ravitaillement terminé sur la Pescarolo numéro 16 de Nicolas Minassian, d'Éric Comas et d'Emmanuel Collard. Et Emmanuel Collard, toujours au volant, toujours animé de la volonté de rester au contact des Audi un instant dans le trafic. Attention, vous êtes le passager d'Alan McNish. Dépassement sans problème de l'AMG Le Lait de Tommy Erdos, toujours leader en LMP2. Et deuxième arrêt stand conforme au tableau de marche pour l'Audi numéro 8 de Franck Billin en même temps que la voiture sœur numéro 7 bien qu'étant toujours restée derrière elle. Remarquables images Henri Pescarolo, naturellement chez Audi aussi chaque personne est à sa place. Oui, comme vous pouvez le voir, on n'a pas le droit de changer les roues pendant qu'on remet de l'essence, donc les arrêts paraissent très longs, mais c'est une règle différente de la Formule 1. Et il faut 30 secondes pour remettre de l'essence et 15 secondes pour changer les roues. Vu qu'il n'y a plus eu de neutralisation, le cycle des ravitaillements est maintenant clairement établi avec un constat. Les Audi peuvent tabler sur 15 tours entre deux ravitaillements avec un réservoir de 90 litres de gazole. Contre combien pour vous, Henri Pescarolo, vos voitures? C'est la deuxième mauvaise surprise. Effectivement, il fallait attendre les premiers ravitaillements. 2 tours de plus, c'est un peu ce qu'on avait prévu. Et sur la durée des 24 heures, ça représente un net avantage. Classement affiché après les 120 premières minutes de course. Les Audi 7-8 devant les Pescarolo numéro 16 et 17 et donc 5e. La Courage de Jean-Marc Gounon, des Japonais Shinji Nakano et de Haruki Kurosawa, la voiture du team Courage Compétition. La course en LMP2, Warren Hughes sur le la du Chamberlain Synergy Motorsport prend ici l'avantage sur la Courage AER du team américain le Miracle Motorsports. Avec un Warren Hughes appelé à la dernière minute pour suppléer l'un des pilotes de l'équipe non qualifié en raison d'un accident survenu lors de la journée du 4 juin. Une catégorie LMP2 où figure également la Courage Barat Epsilon, la WR numéro 30 pour le 30e anniversaire de la première participation du WR au Mans et une catégorie aussi où s'illustre la nouvelle radicale du team World Center Racing de Martin Short de Joao Barbosa. Moteur Judd, une voiture très rapide avec une alerte dans le clan Russian Age Racing, une crevaison qu'avec la Ferrari 550 Maranello de Christian Van Nigel Smith et de Team Sugden, avec du côté de vos stands Henri Pescarolo un Sébastien Loeb qui se prépare pour son premier relais. Il va prendre justement le volant que va bientôt lui laisser Franck Montagny. Oui, comme on peut le voir, on a fait 3 relais, à l'inverse d'Audi qu'on a fait 2, donc on change de pilote un relais plus tard pour Audi. Et c'est Sébastien Loeb qui prend le départ pour son premier relais qui est le 3e en fait chez nous. L'arène de Pescarolo numéro 17 avec tout de même le double champion du monde des rallyes qui s'apprête à relayer le pilote français de la F1 du moment, Franck Montagny. Et quasi simultanément, très grosse frayeur pour Dindo Capello qui arrivait très vite, peut-être même un peu trop sur le Lazaretec de Bini Motorsport, de Bilbini, d'Alain Timpani, de Yojiro Terada. Henri Pescarolo, direz-vous que Dindo Capello était chanceux sur ce coup-là? Il en faut de la chance, je crois que ça a été la caractéristique des Audi cette année, ils ont eu beaucoup de chance. Samedi soir, heure de gloire pour une Spiker avec la C8 numéro 85 en tête de sa catégorie avec l'équipage de Nick Crevel, Tom Coronel et le revenant Peter Dumbrake. GT2 toujours, Romain Dumas aura vite fait de combler son handicap d'un départ pris depuis le fond de la grille de départ, ici dépassé par l'une des courages du Paul Belmondo Racing. Romain Dumas facilité dans sa remontée fantastique en GT2 par l'arrêt bien malheureux de la Spiker dans les nœuds d'hier. Portière ouverte, ce qui ne présage rien de bon. Au volant de l'Audi R8, Marco Werner effectue lui son premier relais. Et
l'arrêt de l'autre Audi R10, la sœur ennemie numéro 7 de Dindo Capello, manifestement inquiété par le comportement de la voiture, ce qu'il exprime gestuellement, Henri Pescarolo. Il semble dire qu'il y a un problème à l'avant, le frein ou le train avant, enfin il se passe quelque chose à l'avant de body apparemment. Dans tous les cas, Dindo Capello, oui, en plus de ses mouvements répétés, n'a pas manqué de se réhydrater. Une très belle température, appréciable température ambiante aux 24 heures du Mans, à en faire fumer le moteur de la Spyker numéro 85. Une réelle inquiétude quant au sort à court terme de la GT hollandaise. Mais l'honneur est sauf, du moins pour l'instant, avec le très bon rythme soutenu par l'autre Spyker, la numéro 86 de Jeroen Bleckmolen, Mike Esman et Johnny Ken. Une base Audi pour le moteur V8 des Spyker. Il faut au moins cela, il est vrai, dans une catégorie qui, avec la nouvelle Ferrari 430, Panoz et Porsche, n'avait jamais présenté un niveau de compétitivité aussi relevé. Peter Van Herp pour Spyker est naturellement satisfait du rythme soutenu par la voiture numéro 86, bien que la 85 ne soit plus en course. Oui, la voiture 86 va très bien, nous allons à notre rythme sans chercher à brusquer dans la mesure où nous sommes très bien en consommation, ce qui nous permet de compenser ce que nous perdons par rapport à ceux qui sont quand même plus vite que nous. Nous arrivons à faire 17 tours avec un réservoir et ça c'est très bien, mais pour le reste c'est impeccable, rien ne nous freine, c'est bien ainsi. Une entrée dans la voie de décélération un peu trop précipitée pour la WR de Rodolphe Auchard, Julien Brichet, Patrice Roussel qui en décolle des 4 roues en passant sur les vibreurs, à en être même projeté sur la piste. Et intervention des commissaires autour de la Lola B0610 AER LMP1 du Chamberlain Synergy Motorsports, le nouveau châssis Lola arrêté dans la remontée après le virage de Mulsanne. Quelques instants auparavant, la voiture était sortie dans le bac à gravier. Et là, Henri Pescarolo, ça n'est jamais bon. On dit que les graviers vont se loger absolument partout. Oui, c'est un peu la raison de beaucoup de crevaisons 24 heures du Mans, c'est que les voitures, en sortant des bacs à gravier, elles ensèment tout le long de la piste et ça peut provoquer des problèmes sur les pneumatiques. Drapeau jaune qu'a vu Sébastien Loeb pour alerter les pilotes de la drôle de position de la Ferrari 430 de la Scuderia Écosse, entre Indianapolis et Arnage. Impression ce passage de la Dôme, Judd de Yann Lammers qui tente désespérément, c'est du moins l'impression, de contenir la Pescarolo. Quel rythme, quelle attaque, les deux sœurs Aston Martin à l'approche du virage de Mulsanne, retardé par rapport à la 009 pour les circonstances détaillées précédemment par David Richards. Le pilote évite de justesse un échouage dans le bac à gravier, petit demi-tour, et c'est reparti pour l'Aston Martin, le célèbre numéro 007. Imperturbable pendant ce temps, la Corvette C6R a connu un début de course sans histoire et c'est pour l'instant la 64 qui mène la catégorie GT1 en tête, donc devant les deux Aston Martin. Et décidément, quelle succession de moments intenses avec cet éclatement de pneus de la Courage C65 du Paul Belmondo Racing, piloté par le débutant Mayenne au Mans, Yann Clairet dans une portion très rapide Henri Pescarolo entre les virages de Mulsanne et d'Indianapolis. Oui, il n'y a rien de pire qu'un déchappage de pneus parce que ça arrache la suspension, ça arrache les capots, ça détruit la voiture. C'est ce qu'il y a de pire aux 24 heures du Mans. Et ce sera l'abandon pour Yann Clairet, Didier André et Jean-Bernard Bouvet qui étaient aussi appelés à piloter la voiture. Début d'incendie, mais méfiez-vous, l'effet trompeur, ce n'est pas la voiture qui brûle, mais l'herbe a séché. Retour dans les stands, Audi notamment, avec l'arrêt de la numéro 7 de Tom Christensen. Arrêt prévu ou non? Réponse non, la voiture est pivotée et rentrée dans le stand. C'est le premier incident technique que connaît la R10 depuis le début de course. Explication avec le docteur Ulrich. Nous avons quelques coupures moteur, donc nous avons décidé de changer les injecteurs côté droit et apparemment nous avons résolu le problème. Il nous dit arrêter, les Pesca vont forcément en profiter. Autre voiture finalement ramenée à son stand, elle qui, ironie du sort, utilise aussi une base moteur V8-10, c'est la Spyker de Peter Dunbrek, finalement parvenue à ramener la voiture depuis les Hunes d'hier. Mais là c'est clair, le parcours de la Spyker numéro 85 s'arrêtera là. Après 4 heures de course, l'Audi numéro 8 a relayé la 7 en tête de course. La 7 tombée à la 13e place et Henri Pescarolo, le tiercé de tête, se tient là après 4 heures dans le même tour. Oui, on retrouve une Audi, les deux Pescarolo et l'Audi retardé. Donc pour le moment, ça se présente pas trop mal.
Une course qui se présente même très bien, passionnante, le monde entier qui a les yeux braqués sur Le Mans et la Sarthe captivé par le duel Pescarolo-Audi et la légitime question, un prototype à moteur diesel est-il capable de s'imposer sur 24 heures? Aux 24 heures du Mans, passage par la régie, par les cabines commentateurs, vous avez reconnu Jean-Pierre Jabouille, Philippe Alliot, des consultants de choc en direct. Les 24 heures, ça se passe bien sur 24 heures à la télé. Ça parle mais ça écrit aussi, voici la salle de presse, lieu prisé de tous les rédacteurs. Ça parle, ça écrit et ça photographie aussi avec le numérique. Les prises de vue sont sans limite avec Internet. La diffusion, la publication des plus belles images partout dans le monde se fait finalement en un clic, en un temps record. Mais bon, les feuilles de papier de classement horaire ont de beaux jours devant elles. Vainqueur ici, Paul Frère, justement, ne dira pas le contraire. Retour à la course et le premier relais de l'Italien Emanuele Pirro avec le 10 de tête, revenu dans le sillage de la dôme du Racing for Holland. À cet instant, la piloté par Yann Lammers. Au stand, la nouvelle Courage LC70 du team helvétique Swiss Racing à moteur Judd, au contraire du Mugen pour Courage Compétition. Satisfait, Harold Klima, Marcel Fassler et Philippe Peter, les pilotes ont vécu un début de course sans histoire. Duel Corvette Aston Martin, où en sommes-nous? Chacun des deux camps a une voiture touchée, avec une absolue détermination ici affichée par l'équipage de la DBR9 numéro 009 de déloger la Corvette numéro 64 en tête de la catégorie GT1. Pedro Lamy et les deux Stéphane Sarrazin et Ortelli à la poursuite des deux Hollies de chez Corvette, Gavin et Beretta associés à Jan Magnussen. Retour sur et même à bord de l'Audi numéro 7 avec Tom Christensen. Tendez l'oreille et mettez le son plus fort pour apprécier justement le faible volume sonore que dégage le V12 diesel. Henri Pescarolo, le V10 Judd est naturellement plus chanteur avec un duel dans la montée de la ligne droite des stands opposant Eric Comas et Emanuele Pirro. Là on voit la différence de puissance, mais au freinage notre voiture a l'air pas trop mal puisque la Pescarolo Judd repasse devant. Et si la numéro 8 enchaîne les tours sans problème, le DR10 numéro 7 est-elle contrainte à un nouvel arrêt de vérification visant à s'assurer après le changement des injecteurs que l'installation est correcte. L'intention n'est pas de rentrer la voiture dans le garage. Tom Christensen, patient, attend au volant. Catégorie GT2, la Porsche du team Cycle s'est montrée jusqu'à présent très régulière et ça paye. Quelques prises de risque tout de même du pilote, rattrapées par la création de Jimmy Camel-Walter, Beppe Gabbiani et Felipe Ortiz. Porsche Cycle toujours opposé à la Spyker numéro 86 que beaucoup n'attendaient pas à pareille fête avec Jeroen Bleekmolen, Mike Esman et Johnny Ken. Lutte dont va être écartée la Porsche Matmu Team, sa performance de Romain Dumas, Raymond Narac et Luca Riccitelli en proie à quelques problèmes moteurs. Un soleil bientôt couchant qui caresse de ses derniers rayons l'MG Lola du team Ray Malloch Limited numéro 25 de Tommy Ardos, Mike Newton et Andy Wallace toujours aussi rapides et constantes. Pour certains, cette édition Le Mans 2006 a bien commencé. Pour quelques-uns, elle est critique avec quelques ennuis. Pour d'autres, elle est déjà finie. C'est le cas de la Panos Espérante numéro 77 du team canadien Multimatic de Scott Maxwell, Gunnar Jennett et de Tom Milner. Stand rangé, rideau fermé, c'est aussi une image classique des 24 heures du Mans. Pour d'autres, les premiers signes de fatigue commencent à se faire jour au moment où justement le circuit va se plonger dans la nuit. Nuit de tous les combats pour la Corvette C6R d'Oliver Gavin, Olivier Beretta et Jan Magnussen, toujours leader de la catégorie LM GT1, malgré le harcèlement exercé par l'équipage de l'Aston Martin numéro 009.